Captain Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Gardez précieusement cette photo, car c'est d'elle que jaillit l'histoire que je m'apprête à vous raconter. En la contemplant, une pensée m'a traversé l'esprit. Si tu n'as pas la force d'aller jusqu'au bout d'un combat, ne le commence même pas. Nous connaissons tous le doute. Nous portons tous en nous nos faiblesses, nos travers. Nul n'est parfait. Pourquoi une telle pensée ? Parce que cette photo remonte aux années 2009-2010. Le jeune homme qu'elle montre avait une vingtaine d'années à cette époque-là, très jeune encore. Il entamait sa formation militaire. La scène a été capturée dans un camp d'entraînement, quelque part dans la poussière rouge. À ce moment précis, cet homme-là, simple soldat, insignifiant aux yeux du monde, ne soupçonnait pas une seule seconde qu'il deviendrait un jour l'un des leaders les plus marquants de notre époque. Porté au sommet par un coup d'éclat que nul n'avait vu venir, un coup d'État. Aujourd'hui, il est le plus jeune président du monde et une figure politique qui fait trembler les puissants. Son nom fait les gros titres grâce à des actes hors normes. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous entraîner loin, très loin dans le passé. Le 5 septembre 1852, dans un édifice appelé Corinthian Hall, un grand nom de l'abolitionnisme, Frederick Douglass se leva devant la Ladies Anti-Slavery Society et prononça des paroles qui résonnaient comme des coups de tambour dans les veines du peuple noir américain, des paroles brûlantes, vivantes, qui, aujourd'hui encore, circulent sur les terres d'Afrique. Elles ont marqué un tournant décisif, le réveil d'un peuple opprimé face à l'injustice. Ce jour-là, Frederick Douglass déclara avec une audace sans égale « Écoutez-moi bien, un esclave qui ne lutte pas pour sa liberté, qui accepte docilement ses chaînes, restera à jamais esclave et ne mérite aucune compassion. Autrement dit, un esclave qui refuse de briser ses chaînes ne mérite pas qu'on pleure sur son sort. Il restera prisonnier tant qu'il n'aura pas décidé de se libérer. Car quand on parle d'un esclave, qui ne mérite pas qu'on s'en soucie, car il reste passif. Attendant que d'autres viennent le libérer, cela me rappelle des mots prononcés récemment au sommet afro-russe de 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ces paroles venaient d'un jeune homme ancien militaire, aujourd'hui père de 2 enfants, devenu symbole de défiance face aux anciens colonisateurs européens, qui continuent de profiter de l'Afrique par des stratégies peu scrupuleuses. L'homme dont je parle n'est autre que le capitaine Ibrahim Traoré, présent lors de cette conférence aux côtés des plus grands dirigeants de la planète, dont le président Vladimir Poutine, qui déclara vouloir en finir avec l'ingérence de Washington dans les affaires des autres nations, et Ibrahim Traoré de déclarer « Aucune question posée ici ne reste sans réponse. Ici, nous pouvons laver notre linge sale en famille, car nous nous sentons réellement en famille. » Oui, comme une famille, dans le sens où la Russie aussi est, en quelque sorte, une famille pour l'Afrique. Il cita fidèlement les mots de Frederick Douglass, datant de 1852, ce qui prouve que ce jeune homme lit avec soin, sans sauter de page, et comprend ce que contiennent vraiment les livres. Les Occidentaux le qualifient de chef de junte militaire, mais lui, il ne s'en émeut pas. D'autres, en écoutant ses paroles, en observant ses actes, ses luttes politiques, ont immédiatement vu en lui ce que Magdalena Villaba appelait en 1976 la métempsychose. Selon cette théorie, lorsqu'un être humain meurt, son âme s'envole et erre dans l'éther, jusqu'à trouver refuge dans un autre corps, qui reprendra alors ses idéaux, ses combats. Et ceux qui ont observé ce phénomène n'ont eu aucun doute lorsque Thomas Isidore Noël Sankara, héros et figure légendaire du Burkina Faso, fut tragiquement assassiné le 15 octobre 1987, son âme quitta Ouagadougou dans un dernier souffle, traversa les plaines de Kologo, les entrailles de Koudougou et de Dédougou. Et dès l'année suivante, en 1988, elle vint s'installer dans la commune de Boudoukui, où naquit cette même année Ibrahim Traoré, qui grandit pour devenir l'image même de Sankara. Ainsi s'accomplirent les prophéties contenues dans les écrits de Magdalena Villaba, de Friedrich Girdel et du philosophe Arthur Schopenhauer, affirmant que les âmes errantes trouvent toujours un nouveau foyer. Cela s'est produit au pays des hommes intègres, comme aiment à le proclamer avec fierté les Burkinabés dans leurs chants et leurs hommages à leur héros éternel Thomas Sankara. Thomas Sankara ? Jusqu'à présent, si vous avez bien suivi, l'histoire principale visait à révéler certains détails précis sur le plus jeune président au monde, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Je sais, vous avez déjà entendu parler de lui, mais laissez-moi vous dire quelque chose d'unique, quelque chose que vous ne savez peut-être pas sur cet homme qui a choisi de ne pas rire. Car il n'y a, selon lui, rien à rire dans ce monde tourmenté. Plongeons dans l'esprit et les idéaux de cet homme audacieux,
qui a juré de guider son pays le visage dissimulé sous un masque, à l'image des guerriers ninjas d'antan venus de contrées lointaines comme Yamashiro, Iga ou Yamato. Je vous parle d'un homme respecté et admiré à travers toute l'Afrique, qui mène une vie simple, loin des voitures de luxe dont s'entourent tant de présidents africains. Tandis que leur peuple souffre de la faim et de la misère dans leur propre pays, depuis 2 ans, Traoré a refusé le salaire attribué à sa fonction présidentielle et a choisi de conserver sa solde de capitaine de l'armée. Pourquoi ? Parce qu'il habite une maison modeste, et non un palais doré comme tant d'autres. Il faut aussi savoir que cet homme a survécu à une sombre tentative de renversement. Un complot financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par certains de ses ennemis. Comprenez bien l'ampleur de sa trajectoire et ce qu'il a transformé dans son pays, le Burkina Faso, en à peine 2 années au pouvoir. À ce stade, on est en droit de se demander qui est vraiment le capitaine Ibrahim Traoré. D'où vient-il ? Et comment s'est-il retrouvé à la tête de l'État, au sommet du pouvoir burkinabé ? Le capitaine Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, province du Mouhoun, au Burkina Faso. Il fréquenta l'école primaire de son village natal, puis poursuivit ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, la 2e plus grande ville du pays. Dans cet établissement, il était réputé pour sa discrétion et ses brillantes capacités intellectuelles. Contrairement à son prédécesseur Damiba et à de nombreux officiers burkinabés qui s'étaient engagés dans une carrière militaire dès l'adolescence, Ibrahim Traoré avait un parcours civil avant de rejoindre l'armée en 2006. Il s'installa alors à Ouagadougou, la capitale, pour étudier la géologie à l'université Joseph Kizerbo. Au sein de l'université, il devint délégué et se fit remarquer pour avoir défendu ses camarades lors de différents. Il obtint son diplôme avec mention en 2009. C'est alors qu'Ibrahim Traoré prit une décision audacieuse, il intégra l'académie militaire Georges Namuano. Cette institution est considérée comme secondaire par rapport à la prestigieuse académie militaire de Kadiogo AMK, dont sont issus Thomas Sankara et l'ancien président Damiba. Après avoir obtenu son diplôme en 2012, il fut envoyé au Maroc pour une formation anti-aérienne, avant d'être affecté dans une unité d'infanterie à Kaya, une ville située dans le nord du Burkina Faso, 2 ans plus tard. En 2014, il fut promu au grade de lieutenant. Après avoir occupé plusieurs postes subalternes au sein des forces armées burkinabées, l'année 2014 marqua un tournant décisif dans la carrière de Traoré. Lorsqu'il fut déployé au Mali dans le cadre de la mission de paix des Nations Unies MINUSMA en tant que soldat, c'est là que Traoré fit ses armes, en combattant les djihadistes et les groupes rebelles à caractère ethnique. D'après plusieurs témoignages, il fit preuve d'un grand courage face à une attaque complexe menée par des militants dans la région de Tombouctou, au nord du Mali. C'était en 2018. L'année suivante, en 2019, il participa à une opération militaire baptisée Opération Djibo, dans le cadre de l'offensive Haute-Apouani, dans l'est instable du Burkina Faso. Pendant 7 mois, il mena également plusieurs opérations de contre-insurrection dans le nord du pays. Bien que présentée comme un succès d'envergure, cette opération n'a abouti qu'au retrait temporaire des militants armés de la région, entraînant un déplacement des attaques vers d'autres zones du pays. Ibrahim Traoré servit également dans un détachement à Marcoy, dans la région sahélienne du Nord, dans la fameuse zone des 3 frontières Mali, Burkina Faso et Niger. En première ligne face aux groupes djihadistes, il y mena plusieurs opérations militaires. Ceux qui ont côtoyé Traoré à cette époque le décrivent comme un homme de commandement, déterminé, courageux et proche de ses hommes. Ibrahim Traoré fut promu au grade de capitaine en 2020. Mais à la même période, il faisait partie de ces jeunes officiers désabusés, constatant l'incapacité de leurs supérieurs à enrayer la menace djihadiste. Sur le terrain, Traoré et ses camarades officiers se retrouvaient pris entre le marteau et l'enclume. Un témoin a rapporté un épisode marquant en 2020 lorsque la ville de Barsalogo, au centre du Burkina Faso, était sur le point de tomber aux mains des djihadistes. La route vers Barsalogo était supposée être piégée par des mines. Alors Traoré mène ses hommes dans une marche commando à travers la brousse, arrivant juste à temps pour libérer la ville. Au Burkina Faso, les attaques des groupes djihadistes incluent des assauts armés, des enlèvements, des détournements de véhicules, des engins explosifs improvisés, des tirs de roquettes et des embuscades. Les régions les plus touchées sont le Sahel, le nord, le centre-nord et l'est du Burkina Faso. À la fin de 2021, une crise humanitaire éclatait au grand jour dans de vastes régions du Burkina Faso. Un quart de la population se retrouvait en insécurité alimentaire.
Dès la mi-septembre 2022, plus de 3000 personnes avaient déjà perdu la vie, soit une hausse d'un tiers par rapport à toute l'année 2021. Au total, près de 2 millions de personnes avaient été déplacées, rien qu'au Burkina Faso. En janvier 2022, un coup d'État militaire, mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a renversé le gouvernement civil du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier avait été porté au pouvoir en 2015, puis reconduit en 2020, succédant à Michel Kafando. Chef du gouvernement de transition, mis en place après la révolution populaire de 2014, qui avait chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Compaoré dirigeait le Burkina Faso depuis 27 ans. Après s'être emparé du pouvoir lors du putsch sanglant de 1987, au cours duquel périt le leader révolutionnaire Thomas Sankara, lorsqu'il accéda au pouvoir, Damiba dénonça l'incapacité de Kaboré à contenir l'insurrection islamiste qui rongeait le pays, sitôt installé à la tête de l'État. Damiba met sur pied le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, et promet de reconquérir le territoire en combattant les djihadistes et en permettant aux 2 millions de déplacés de retrouver leur foyer. Le capitaine Ibrahim Traoré rejoint alors les rangs du MPSR, nom que la junte de Damiba s'était attribué. En mars 2022, Damiba le nomme chef de l'artillerie du régiment de Kaya, au cœur du pays. Mais cette décision allait, ironie du sort, préparer sa propre chute. Hélas, le bref règne du président Damiba fut marqué par une recrudescence des attaques islamistes au Burkina Faso. Les groupes armés s'emparèrent de vastes zones rurales et commencèrent à encercler les villes. Sous ce nouveau régime, peu d'améliorations concrètes étaient perceptibles, du moins aux yeux d'une grande partie de l'armée. Les unités déployées dans les zones reculées étaient souvent payées en retard quand elles l'étaient. Le régiment du capitaine Ibrahim Traoré devenait alors un foyer de mécontentement, et Traoré lui-même, désigné par ses camarades comme porte-voix de leur frustration, effectua plusieurs allers-retours à Ouagadougou afin de plaider leur cause auprès du président Damiba. Au fil des mois, le mécontentement envers le président Damiba grandissait dans les rangs des soldats. Les difficultés logistiques persistaient et les pertes humaines s'alourdissaient. Pendant ce temps, le lieutenant-colonel Damiba et son entourage d'officiers climatisés, confortablement installés dans leurs bureaux feutrés de la capitale, étaient accusés d'être coupés des réalités du terrain. Le désenchantement face à l'inaction du gouvernement Damiba se mua en colère, une colère qui finit par se cristalliser, chez certains militaires, en volonté de renversement. À l'image du putsch de janvier, le déclic survint à la suite d'une attaque, le 26 septembre 2022, menée par des forces djihadistes contre un convoi de 150 camions transportant de la nourriture à destination de Djibo, l'une des principales villes du Nord en guerre. Cette ville de 60 000 habitants était assiégée depuis environ 18 mois par des groupes armés terroristes. Cette attaque contre le convoi, revendiquée par un groupe affilié à Al-Qaïda, fit 37 morts, dont 27 soldats. Dans les rangs de l'armée, la colère était palpable surtout chez les plus jeunes recrues. Cette défaite cuisante fut directement imputée à Damiba. Une semaine plus tôt, il avait mobilisé une délégation de 70 personnes pour assister au sommet des Nations Unies à New York. Là, le président Damiba avait défendu l'idée que son gouvernement progressait dans la lutte contre le terrorisme. Il en avait aussi profité pour solliciter le soutien de la communauté internationale. Ce déplacement à l'ONU fut perçu, au Burkina Faso, comme une dépense excessive et un mépris total pour la situation sécuritaire catastrophique du pays. Dans les jours suivants, le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de nombreux soldats ulcérés, se rendit à Ouagadougou pour rencontrer le président Damiba. Il demanda une audience présidentielle, mais ne reçut jamais de réponse. Face à ce qu'ils interprétèrent comme du mépris, Traoré et d'autres officiers de sa génération décidèrent alors d'agir. À l'aube du 30 septembre 2022, des coups de feu éclatèrent à travers Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'était l'acte d'ouverture d'un coup d'État qui allait ébranler la nation. À 20h, heure locale, une scène saisissante se déroula à la télévision nationale. Un soldat en treillis militaire, portant un gilet pare-balles et un béret rouge, apparut sur les ondes de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB, entouré d'hommes cagoulés ou casqués, pour délivrer une annonce choc. Le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les auteurs du coup d'État justifièrent leur geste en accusant Damiba d'avoir trahi la vision commune. Selon eux, il avait échoué à répondre à la détérioration sécuritaire qui, précisément, avait motivé le putsch de janvier 2022, lui ayant permis de prendre le pouvoir. À la place, disait-il,
Damiba s'était engagé dans des aventures politiques hasardeuses, délaissant le combat pour reconquérir les territoires occupés par les insurgés djihadistes. D'après Traoré, lui-même et d'autres officiers avaient tenté de convaincre Damiba de recentrer l'action sur la rébellion. Mais son refus ne laissa aux officiers d'autre choix que de le destituer. Le mécontentement couvait depuis des mois, notamment chez les jeunes officiers, ceux qui portaient le poids le plus lourd dans le combat contre les groupes armés liés à Daesh et à Al-Qaïda. L'unité d'élite Cobra, connue pour ses opérations en première ligne, subissait des retards de solde, accentuant encore les frustrations. Lors du lancement du coup d'État le 30 septembre, Traoré, encore capitaine à ce moment-là, bénéficia d'un fort soutien au sein des Cobras, qui jouèrent un rôle clé dans l'opération. La junte de Traoré déclara sa volonté de s'attaquer aux défis du pays. Elle s'engagea à recentrer ses priorités sur la sécurité nationale, à restaurer l'intégrité territoriale et à respecter les engagements internationaux du Burkina Faso, y compris les droits humains. La junte annonça aussi son intention de diversifier les partenariats internationaux du pays dans la lutte contre le djihadisme. Mais le coup d'État dégénéra rapidement en crise plus vaste. Le 1er octobre, alors que leur prise de pouvoir semblait fragilisée, Traoré et ses officiers accusèrent Damiba de s'être réfugié à la base militaire française de Cambouensine, où il aurait, selon eux, préparé une contre-offensive. Dans un climat chargé d'un fort sentiment anti-français, cette allégation provoqua une explosion de colère. Le gouvernement français nia fermement les accusations, mais des milliers de manifestants déferlèrent dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, visant l'ambassade de France et les instituts culturels. Ce qui avait commencé comme un coup militaire se transforma en soulèvement populaire contre une ingérence étrangère perçue. Au fil de la nuit, l'élan bascula résolument en faveur de Traoré. Plusieurs unités de l'armée, dont l'armée de l'air et les forces spéciales, lui déclarèrent leur allégeance. Au matin suivant, Damiba fut contraint de démissionner. Il aurait accepté de se retirer à condition que sa sécurité et celle de ses proches soient garanties. Le monde entier fut stupéfait 6 jours plus tard, lorsqu'il prêta serment en tant que chef de l'État par intérim. Il venait alors de s'appuyer sur la force d'une arme invisible. Ce jour-là, il arriva sur les lieux avant les journalistes et les caméras, vêtu d'un uniforme militaire et marchant d'un pas qui rappelait son rôle au combat. Il incarnait la fonction, l'engagement, la lutte. Mais ce qui surprit l'assistance, c'est qu'il portait un masque sur le visage. Il ne voulait pas qu'on voie son visage, ce qui, pour certains, aurait pu intimider. Puis un document en français, 3 phrases simples, lui fut tendu. Levant la main droite, il déclara « Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. » À seulement 34 ans, le capitaine Ibrahim Traoré était investi président de la transition, devenant alors le plus jeune dirigeant du monde. Des milliers de citoyens burkinabés se rassemblèrent dans la capitale pour célébrer son ascension dans une atmosphère digne d'un défilé de victoire. Le capitaine Ibrahim Traoré est si jeune que pour égaler son âge à celui de Paul Biya, président du Cameroun âgé de 91 ans et doyen des chefs d'État africains. Il faudrait doubler l'âge de Traoré et y ajouter encore 19 années. Le capitaine Traoré, quant à lui, a affirmé n'avoir aucun intérêt pour les formalités des costumes politiques ni pour les jeux de façade du pouvoir. Son objectif redonnait vie à une nation au bord de l'effondrement. Il déclara être prêt à tous les sacrifices pour permettre à son peuple de respirer à nouveau l'air de la paix et de la liberté. Aucun sacrifice ne sera trop grand pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Notre engagement est un retour à la paix, et notre boussole restera toujours le peuple. Cependant, les esprits les plus attentifs remarquèrent vite qu'Ibrahim Traoré était soutenu par un homme venu de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine. 2 jours à peine après le coup d'État, un journaliste du New York Times, Eliane Pelletier, affirma que l'homme du putsch au Burkina Faso avait lui-même été évincé par un autre. Dans cet article, Eliane Pelletier révélait avoir découvert des preuves claires de l'implication du groupe Wagner et de la Russie dans toutes les manœuvres de Traoré. 2 jours plus tard, Edward McAllister, de l'agence Reuters, corrobora ces faits, affirmant avoir suivi les événements de près, et souligna que toute tentative de défier ou de déstabiliser Traoré devait être maniée avec prudence, car Moscou lui apportait un soutien ferme. Néanmoins, Traoré démentit formellement ces allégations, déclarant à France 24 qu'il n'avait nul besoin de soldats de Wagner en provenance de Russie.
car il avait déjà mis en place une version locale de Wagner au Burkina Faso, il déclara « Je n'ai pas besoin des soldats de Wagner de Russie, car nous avons notre propre Wagner ici, les VDP volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des combattants volontaires, prêts à défendre et à protéger la terre du Burkina Faso. » Cependant, la discrétion autour de ses liens présumés avec la Russie fut levée le 27 septembre 2023 à Saint-Pétersbourg, lorsqu'il participa au sommet Russie-Afrique. Lors de l'événement, il déclara ouvertement que la Russie formait une famille avec le Burkina Faso. Pour lui, ce n'était pas seulement le Burkina, la Russie est une famille pour toute l'Afrique, en raison de l'histoire commune entre les deux continents. C'est comme une famille, déclara Traoré. Dans le sens où la Russie est aussi une famille pour l'Afrique, une famille car nous avons la même histoire, la Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le peuple africain, nos grands-pères, furent également déportés de force pour aider l'Europe à se libérer du nazisme. Nous partageons la même histoire, en tant que peuples oubliés du monde, que ce soit dans les livres d'histoire, les documentaires ou les films. Ceux qui entendirent ces propos dirent « Maintenant, Traoré, nous avons la preuve, tu ne peux plus nier tes liens avec les Russes, surtout quand tu les appelles « frères » et que tu déclares ouvertement, sans détour, ton soutien à une collaboration avec eux. » Traoré, au départ, avait promis l'organisation d'élections démocratiques en juillet 2024. Mais le 25 mai 2024, la junte annonça la prolongation de sa gouvernance pour une durée de 5 ans supplémentaires, avec Traoré toujours au pouvoir. Cette décision suscita des réactions partagées, tant au niveau national qu'international, beaucoup s'interrogeant sur une possible remise en cause de la transition promise vers un pouvoir civil. Depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir, les relations avec la France, ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, sont restées tendues. Des manifestations réclamant le départ de l'armée française ont exprimé un sentiment largement partagé en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, où l'hostilité envers la France va croissant. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a également renforcé ses liens avec d'autres partenaires internationaux, signe d'un repositionnement de sa politique étrangère. En janvier 2023, le Burkina Faso a donné à la France un délai d'1 mois pour retirer ses troupes, mettant ainsi fin à un accord militaire qui autorisait les forces françaises à combattre les insurgés sur son territoire. Le gouvernement burkinabé affirmait alors sa volonté de se défendre seul. Le mois suivant, en février 2023, la France et le Burkina Faso marquèrent officiellement la fin des opérations militaires françaises dans le pays, lors d'une cérémonie d'amertume de descente du drapeau au camp des forces spéciales françaises. Depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré est toujours apparu en tenue de combat, coiffé d'un béret rouge, portant des gants tactiques et un pistolet fixé à la cuisse droite. Ce style est devenu sa signature visuelle. Aujourd'hui, comment vit le plus jeune président du monde, le capitaine Ibrahim Traoré, parvenu au pouvoir par un coup d'État militaire? Vit-il dans le luxe, à bord de voitures onéreuses, comme tant d'autres dirigeants africains dont le seul objectif semble être de piller leur pays? Habite-t-il dans des résidences somptueuses? Comment vit-il, lui et sa famille? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait un choix radicalement différent. Il a tourné le dos au statu quo. Alors que la majorité des dirigeants africains vivent dans des palais, se vautrent dans le luxe et touchent des salaires faramineux, Traoré a pris une décision inédite. Il a refusé le salaire présidentiel de 76 000 $ prévu pour un chef d'État au Burkina Faso. À la place, il a conservé sa solde de capitaine de l'armée nettement inférieure. Il a choisi de placer son peuple au-dessus de ses intérêts personnels. Son histoire dépasse le seul cadre du Burkina Faso. Elle interroge l'avenir du leadership africain. En à peine 2 ans, Ibrahim Traoré a accompli ce que beaucoup de dirigeants du continent ne réalisent pas en toute une vie. Mais ce qui le distingue véritablement, ce n'est pas seulement son refus de l'opulence, c'est l'approche entière qu'il adopte du pouvoir. Pour donner un peu de contexte au Burkina Faso, le salaire annuel moyen d'un président est de 76 000 $, à titre de comparaison. La moyenne pour un président africain est de 170 000 $ par an. Pendant ce temps, le revenu mensuel moyen d'un Burkinabé n'est que de 73 $. Mais Traoré ne s'est pas arrêté au simple refus de son salaire. Dans un geste fort pour garantir que les ressources du pays profitent à l'avenir du peuple, il a réduit de 20% les salaires gouvernementaux. Ce n'était pas un simple symbole, mais une volonté réelle de réaffecter les fonds des poches du gouvernement vers les priorités nationales. Ce que Traoré fit de l'argent économisé attira immédiatement l'attention.
il le réinvestit dans le pays, en se concentrant sur des projets à long terme destinés à autonomiser la population. Il investit notamment dans la construction d'écoles, la mécanisation de l'agriculture et la mise en place d'usines textiles. Il lança des initiatives pour créer des unités locales de transformation de tomates, afin de réduire la dépendance aux importations et bâtir un secteur agricole durable. Mais ce qui impressionna sans doute le plus, c'est qu'il posa les bases de raffineries pétrolières nationales. Il ne s'agit pas de projets à court terme, mais d'investissements structurels destinés à dynamiser l'économie du pays pour les décennies à venir. Ce ne sont pas de vaines promesses, ce sont des actions concrètes et mesurables vers une véritable transformation économique du Burkina Faso. Sur un continent où la majorité des dirigeants étalent leurs richesses, se vantant de flottes de voitures de luxe, de jets privés et de résidences somptueuses, Traoré a choisi la simplicité. Il conduit une voiture ordinaire, porte un treillis militaire et mène une vie modeste. Un contraste saisissant avec bon nombre de dirigeants africains pour qui l'opulence est un marqueur de pouvoir. Traoré rejette entièrement cette idée. Il vit selon un principe simple, son devoir est envers son peuple, et non envers le luxe. Son style de leadership lui a valu d'être comparé au héros révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara. À l'image de Sankara, Traoré privilégie le service à la nation à tout confort personnel, prouvant que l'humilité au pouvoir n'est pas une faiblesse, mais une force qui renforce le lien entre un chef et son peuple. Là où de nombreux présidents se servent de leur position pour s'enrichir, Ibrahim Traoré a fait le choix inverse. Il a placé son engagement au service des autres au centre. Il a réduit son salaire, refusé les privilèges du pouvoir et veillé à ce que les ressources financières de l'État servent le développement du pays. C'est cela, le vrai leadership en acte. Le leadership d'Ibrahim Traoré ne vise ni la gloire, ni les avantages personnels. En réalité, on sait très peu de choses sur sa vie privée. Contrairement à beaucoup de chefs d'État africains qui mettent en avant leur famille et leurs relations dans les médias, Traoré garde sa vie personnelle totalement à l'écart de la scène publique. Vous ne trouverez aucune photo de sa femme ou de ses enfants en ligne, une pratique rare chez les chefs d'État. Son attention reste entièrement tournée vers l'avenir de son pays, et non vers sa propre image. Un tel dévouement au service public est aujourd'hui rarissime parmi les dirigeants du monde, encore moins en Afrique, où les figures politiques se servent souvent de leurs fonctions pour se promouvoir. En moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a démontré que diriger ne rime pas forcément avec richesse ou luxe. Son humilité, son sens du service et sa volonté farouche de placer son peuple au premier plan font de lui une exception sur un continent où le pouvoir est souvent synonyme d'enrichissement personnel. En rejetant l'idée qu'un président doit être riche et mener une vie luxueuse, Ibrahim Traoré trace la voie d'un nouveau leadership en Afrique, un modèle où le peuple prime sur les privilèges. Ces actions ont déjà eu un impact réel sur le Burkina Faso. Et si d'autres dirigeants africains s'inspiraient de son exemple, l'avenir du continent pourrait prendre une toute autre tournure. Permettez-moi de vous emmener au cœur de la tentative de renversement du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Comment se fait-il que le capitaine lui-même ait survécu à un coup d'État? Alors qu'il en avait mené un, il s'agissait d'un complot sinistre, impliquant jusqu'à 5 milliards de francs CFA. Un homme propose aux soldats burkinabés 8 millions de dollars pour renverser le gouvernement. Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont déjoué une tentative de renversement de la junte militaire à coût de 8-17 millions de dollars. Le 8 novembre 2024, le président du Burkina Faso a fait face à une attaque menaçant directement sa vie à Ouagadougou. Un complot secret visant à déstabiliser le pays a été mis à jour lorsque l'armée a découvert un plan impliquant une figure mystérieuse arrivée au Burkina Faso sous couvert d'un voyage d'affaires. Cet individu transportait 5 milliards de francs CFA, non pas pour investir dans le développement, mais pour acheter les soldats et semer le chaos. L'argent devait financer un putsch et renverser le pouvoir en place. Le suspect, lié à des intérêts étrangers influents, cherchait à exploiter les fragilités du pays. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles telles que l'or et divers minéraux, occupe une position stratégique en Afrique de l'Ouest. Alors que le pays progressait vers la stabilité, certaines puissances étrangères y voyaient une menace. Le plan était simple, soudoyer des soldats avec de fortes sommes pour acheter leur loyauté et semer le chaos, afin de faire basculer le pouvoir. Mais les militaires approchés par le suspect ne se sont pas laissés convaincre si facilement. Ces vétérans aguerris, rompus au combat contre les insurgés et les groupes extrémistes, sont restés fidèles à leur patrie. Au lieu de rejeter l'offre d'emblée, ils ont joué le jeu.
rapportant chaque mouvement du suspect à leur hiérarchie. Durant plusieurs semaines, ils ont collecté des informations clés qui ont permis de dévoiler l'ampleur du complot. Le jour de l'échange prévu, une opération coup de poing a été lancée. Le suspect a été interpellé dans un entrepôt. Sa valise remplie de billets destinés au coup d'État. Des caméras cachées et dispositifs de surveillance avaient tout enregistré, constituant une preuve irréfutable. L'arrestation du suspect a mis au jour un vaste réseau liant des agents étrangers et des mercenaires actifs dans la région du Sahel. Ces agents, financés par de puissants intérêts étrangers, s'inscrivaient dans une stratégie globale visant à déstabiliser le Burkina Faso et d'autres nations ouest-africaines. L'objectif, exploiter les ressources de la région et affaiblir la souveraineté nationale. Ce complot n'était pas qu'une question d'argent, c'était une manœuvre géopolitique contre un Burkina Faso autonome, décidé à reprendre le contrôle de ses richesses. Des intérêts étrangers avaient profité pendant des années de l'exploitation de la région, et l'émergence d'un Burkina Faso stable et indépendant menaçait cette domination. Le complot déjoué met en lumière l'ampleur des moyens que les puissances étrangères sont prêtes à engager pour garder la main sur les ressources africaines. Cela illustre aussi la résistance croissante de pays africains comme le Burkina Faso face à l'exploitation. Ce projet de déstabilisation fait figure d'avertissement, les velléités d'indépendance ne seront pas tolérées. Au-delà des coups d'État et de la vie personnelle de Traoré, quels accomplissements notables peut-on attribuer au capitaine Ibrahim Traoré pour son pays, depuis sa prise de pouvoir par la force militaire il y a 2 ans? Octobre 2025 marque les 2 ans depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso. Issu du coup d'État d'octobre 2023, Traoré a tenu plus de 80% de ses promesses, transformant le pays au-delà de toute attente. Ses réalisations couvrent les domaines de la sécurité, des infrastructures, de l'énergie, de la santé et de l'indépendance économique. Le projet Faso Rail est au cœur de cette transformation. Un réseau ferroviaire national reliera les capitales provinciales, avec 75% de financement public et 25% d'investissement privé. Il comprend une usine de fabrication à Bobo-Dioulasso destinée à produire localement wagons et rails. Ce projet, d'un coût de 70 milliards de francs CFA, devrait être achevé sous 18 mois, créant des emplois et stimulant le commerce. L'administration Traoré a par ailleurs adopté l'énergie nucléaire, en partenariat avec Rosatom, l'entreprise russe, pour construire une centrale nucléaire. Ce projet mise sur l'énergie propre, le développement sanitaire et industriel, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles et en élargissant l'accès à l'électricité. À Koudougou, un technopôle pharmaceutique est en construction pour produire localement des médicaments, réduire la dépendance aux importations et améliorer l'accès aux soins. D'ici 5 ans, cette initiative à 70 milliards de francs CFA créera de l'emploi et favorisera la production locale. Parmi les efforts pour valoriser les ressources nationales, on note la mise en place d'une raffinerie d'or pour transformer l'or sur place, la construction d'une usine de transformation de tomates et la promotion de la mécanisation agricole, avec service de tracteurs gratuits, semences et engrais subventionnés, ce qui a permis d'augmenter la sécurité alimentaire de plus de 50% en seulement 2 ans. Le bataillon d'intervention rapide a éliminé 28 terroristes lors de l'opération Zéro terroriste dans la région de Solenzo. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie VDP ont neutralisé 29 terroristes à Montier et Queux le 2 janvier 2025. Les réformes militaires ont permis de reconquérir des territoires perdus aux insurgés. Les équipements modernes et alliances stratégiques avec la Russie, la Turquie et la Chine ont renforcé l'armée. Des régions clés comme Djibo ont été libérées, reliant des zones isolées et unifiant le Sahel contre le terrorisme. Le français a été aboli comme langue officielle, illustrant l'adhésion aux idéaux panafricains. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté et la Banque centrale du Burkina Faso garantit l'indépendance financière vis-à-vis de la France. Les projets d'énergie renouvelable incluent le plus grand barrage hydroélectrique du pays, améliorant l'accès à l'électricité, à l'industrie et à l'agriculture. Des cliniques mobiles apportent désormais des soins essentiels aux zones reculées, réduisant les inégalités d'accès à la santé. En seulement 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a redessiné le Burkina Faso, bâtissant une nation marquée par la résilience, l'indépendance et le progrès. Alors, à la lumière de tout ce que nous savons sur Ibrahim Traoré, quelles leçons les dirigeants africains peuvent-ils en tirer pour améliorer l'avenir de leur peuple? Pensez-vous que Traoré soit en mesure de marquer l'histoire de son pays et de tout le continent? C'est la fin, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite prospérité, santé et réussite.